Ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Dans un instant, les sénateurs vont reprendre la discussion du collectif budgétaire après le couac de ce matin qui a vu le rejet surprise de l'article concernant le durcissement des droits de succession. Tout de suite, donc, direction l'hémicycle pour la suite de l'examen de ce texte. Bon après-midi à tous. La séance est reprise. Nous reprenons la suite de la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale de finances pour 2012. Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'amendement 207 rectifié quater tendant à insérer un article additionnel après l'article 8. C'est M. Assouline qui le défend, le 207 rectifié quater. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur général, mes chers collègues, je veux faire, pour justifier cet amendement, un tout petit rappel. Quand le gouvernement de Lionel Jospin avait décidé d'impulser la TNT, il s'agissait de remplir deux objectifs dans l'offre audiovisuelle. Le pluralisme, augmenter l'offre de chaînes et de possibilités, donc le pluralisme. Et la deuxième vertu était de faire que des nouveaux entrants dans un paysage relativement concentré et fermé alors puissent émettre. Ces objectifs, après quelques doutes à l'époque, si on se replonge 10 ans après, il y avait eu des doutes sur le succès. Eh bien, le succès a été au rendez-vous et les Français, les téléspectateurs, ont apprécié le fait que l'on passe à plus de 20 chaînes nouvelles qui se sont déployées dans notre paysage audiovisuel. Or, depuis, nous assistons des fois à quelques transgressions de l'objectif initial. Il peut y avoir à l'inverse de l'esprit de pluralisme et de diversité, des mouvements de concentration nouveaux, voire même des tentations de valorisation financière de ce qui a été acquis pour 0 €, puisqu'il s'agit du domaine public. Quand l'État cède cette fréquence à tel ou à tel, c'est gratuitement. Et l'on assiste à des tentations aussi donc de valorisation financière, de spéculation, comme on dit simplement, sur ce domaine public. Alors, l'amendement que je vous présente n'est pas une nouvelle invention, puisqu'il a été adopté par notre Assemblée dans le projet de loi budgétaire initial 2012, l'année dernière. Il a été adopté ensuite par l'Assemblée nationale. Le gouvernement lui-même avait trouvé que l'objet de cet amendement était allé dans le bon sens, puisque le CSA lui-même s'était ému de ces dérives, et le CSA même cherchait des moyens presque réglementaires d'interdiction de telles possibilités. Mais nous allons voir, ce genre de préconisation du CSA va certainement aller devant le juge, parce que ici et là, c'est contesté. Alors, l'amendement que je propose est assez modéré et permet, vertu que tout gouvernement peut apprécier, mais aussi ceux qui sont en charge de responsabilité pour le bien de notre nation, l'ensemble de ce Parlement et de notre Assemblée, d'obtenir des recettes supplémentaires pour le budget d'État à un moment donné où les difficultés montrent que c'est toujours nécessaire d'aller chercher des nouvelles recettes possibles. Alors voilà, qu'est-ce qui s'est passé si l'Assemblée nationale et le Sénat ont voté pour la dernière fois et le gouvernement était plutôt favorable à l'esprit? Eh bien, le gouvernement avait, à l'Assemblée, modifié mon écriture, notre écriture, pensant que c'était une écriture plus constitutionnelle en droit. Bien. Malheureusement, le Conseil constitutionnel a cassé cette décision en disant que l'écriture de l'Assemblée nationale n'était pas constitutionnelle et que celle que nous avions faite au Sénat était plus
valable. Alors, avec toute cette expérience, cet enrichissement, eh bien, on a écrit un amendement qui préserve ce sur quoi nous étions tous d'accord, mais qui répond et aux attentes du Conseil constitutionnel et aussi de tous les acteurs qui se sont penchés, et il y en a beaucoup depuis quelques jours, sur cet amendement pour qu'il n'ait aucun effet pervers et qu'il soit le plus juste possible. Donc voilà, j'ai défendu cet amendement. Et je souhaite vraiment, parce que là c'est objet de consensus et sur sa signification et sur le fait qu'il rapporte de l'argent à l'État dans cette situation, que bien entendu il n'y ait pas de clivage superflu pour le vote de cet amendement. Merci Monsieur Assouline. Monsieur le rapporteur général. Merci Monsieur le Président. Cet amendement qui a été brillamment présenté par David Assouline, comme d'habitude, propose de créer une taxe sur les cessions de titres d'un éditeur de services de communication audiovisuelle. Et je voulais lui dire d'ores et déjà que je suis favorable à cet amendement, puisqu'il s'agit de réguler la revente spéculative de sociétés détentrices de fréquences, qui a été rectifié de façon à supprimer son caractère rétroactif. C'est ce que nous avions à un moment retenu comme une objection en commission des finances, et le fait de l'avoir rectifié dans ce sens, je crois, lui redonne toutes les vertus que nous souhaitions voir établies. Cet amendement a été déposé et adopté par le Sénat dans le cadre du projet de loi de finances pour 2012, deuxième argument pour y être attentif, et il vise précisément à décourager ce type d'opération spéculative. Il avait été inspiré, rappelez-vous, par l'opération réalisée par Canal+ en septembre dernier. La chaîne avait en effet effectué une prise de participation de 60% dans Direct 8 et Direct Star au profit du groupe Bolloré. Cet événement avait ému le monde de l'audiovisuel et avait inspiré l'action législative. L'amendement que nous avions fait voter avait été supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, et le gouvernement avait ensuite déposé un dispositif d'inspiration similaire en loi de finances rectificative, mais de rédaction plus complexe, à tel point que ce dernier, comme l'a dit David Assouline, avait été censuré par le Conseil constitutionnel du fait que l'assiette de la taxe proposée par le gouvernement n'était pas suffisamment précise. Alors, ce n'est pas le cas de la taxe qui est proposée ici, qui est beaucoup plus clairement précisée à cet égard. Il y a plusieurs améliorations. Il prévoit, ce texte, cette nouvelle formulation prévoit un abattement suffisamment important pour ne pas pénaliser les PME éditrices de radio indépendantes, qui n'ont aucune part dans le développement de la TNT nationale, et les entreprises éditrices de services de télévision locale, qui, on le sait, peinent à trouver leur équilibre économique. D'autre part, le dispositif repose sur une rédaction qui recentre le champ de la taxe sur son véritable objet, à savoir la taxation des seuls transferts de propriété. Et enfin, contrairement au dispositif adopté en décembre, le présent amendement, après rectification par son auteur, n'a plus de caractère rétroactif, puisque les dispositions s'appliqueraient seulement à compter du 26 juillet 2012. Pour toutes ces raisons, il nous semble souhaitable que cet amendement soit adopté. La Commission a donné un avis favorable. Bien, merci Monsieur le rapporteur général. Monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président. Le gouvernement comprend très bien les intentions de l'auteur de l'amendement, adhère dans l'esprit aux raisons qui ont poussé le rapporteur général à donner un avis favorable. Je voudrais simplement préciser au nom du gouvernement qu'il ne s'agit évidemment pas de taxer telle société ou de pénaliser tel acteur du monde industriel. C'est naturellement une taxe de portée générale. Je crois qu'il faut insister sur ce point. Pour autant, il paraît difficile au gouvernement de donner un avis favorable ou défavorable, et il s'en remet donc à la sagesse de l'Assemblée. Merci Monsieur le ministre. Pour explication de vote, Monsieur Bas. Je vous remercie, Monsieur le Président. Il me serait agréable de pouvoir dire au président Assouline que le groupe UMP pourrait soutenir cet amendement. Malheureusement, je vois un certain nombre d'inconvénients à son adoption. Je vois bien qu'on a
fait un sort particulier aux petites entreprises audiovisuelles. Mais il n'y a pas que des petites entreprises audiovisuelles qui peuvent rencontrer des difficultés, et incriminer toute vente pour lui imposer cette taxation punitive présente l'inconvénient d'empêcher le bon fonctionnement d'un marché qui n'est pas forcément spéculatif. Une partie des ventes peuvent fort bien être inspirées par la nécessité d'apporter des capitaux nouveaux à une entreprise qui serait en difficulté, quelle qu'en soit la taille. Et par conséquent, je crois que la disposition qui a été prise pour atténuer les effets de cette taxe ne répond pas complètement à l'inquiétude qu'on peut avoir par rapport à la création de ce nouveau prélèvement. D'une manière plus générale, je voudrais dire qu'à chaque fois qu'il y a un problème dans ce pays, la première réaction de la majorité actuelle est de créer un impôt nouveau pour le régler. Mais je ne partage pas, en ce qui me concerne, cette idée que la taxation soit systématiquement la bonne solution. On l'a vu encore ce matin avec la taxe sur les logements vacants, créée en 1999, sans qu'elle ait eu d'effet efficace sur la mise sur le marché des logements vacants et dont on augmente le taux. On le voit de nouveau cet après-midi avec ce nouvel impôt qui ne me paraît pas être le bon instrument pour régler un problème qui est un véritable problème. Et je comprends moi aussi les bonnes intentions qui ont présidé à la rédaction de cet amendement. Il me semble qu'on devrait régler ce problème d'une manière tout à fait efficace en faisant confiance au Conseil supérieur de l'audiovisuel. L'agrément qui doit être donné suffit largement pour empêcher des opérations spéculatives qui ne seraient pas justifiées par des motifs d'intérêt général tenant à la pérennité des entreprises audiovisuelles. Voilà la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, je voterai contre cet amendement. Merci, cher collègue. Madame Landin. Je pense que cet amendement est au contraire très pertinent. Si les pouvoirs publics se sont dotés d'une autorité indépendante, le CSA, pour l'attribution des fréquences, c'est qu'ils savent combien sont forts les enjeux d'utilisation publique ou marchande de l'espace public qui permet de faire circuler les ondes. Les exigences sont fortes, les auditions rigoureuses et les propositions des candidats enregistrées et suivies dans la durée. Dans la durée, jusqu'à ce qu'un détenteur d'un espace d'émission, qui s'en considère propriétaire, bouscule l'équilibre et revende sa chaîne, confondant dans la même transaction un bien marchand, ce qu'il a construit, et un morceau de bien commun, l'espace public des fréquences. L'objet de l'amendement de notre collègue est donc pour le moins ce que l'on doit faire, taxer cette transaction. Cet amendement fut d'ailleurs, je le dis en tant que présidente de la commission culture, voté dans le dernier budget dans notre Assemblée par une majorité qui allait du groupe CRC au groupe UMP, et je m'étonne qu'il ait partiellement changé d'avis. Je ne sais pas ce que feront nos collègues, et c'est son altération à l'Assemblée par une rédaction maladroite qui l'a fait tomber. Nous soutenons donc résolument cette taxe, en estimant, chers collègues, vous avez raison, que des régulations plus vertueuses encore devront voir le jour, mais aujourd'hui, nous sommes dans un collectif budgétaire et nous parlons de taxes. Merci, Madame Landin. Monsieur Frécon. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, je voudrais simplement attirer l'attention sur une question de date. Il ne faudrait pas que le Conseil constitutionnel puisse nous censurer une fois de plus là-dessus. Le texte qui nous est proposé dit que ce sera applicable à compter du 26 juillet, c'est-à-dire aujourd'hui. Or, le texte ne sera pas fini de voter aujourd'hui. Il sera fini de voter probablement le 30 ou le 31 après la CMP. Il ne faudrait pas que cette différence de quelques jours puisse être comptée à notre débit. Merci, Monsieur Frécon. Madame Goulet. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, moi je vais soutenir cet amendement qui est plein de bon sens, d'autant que l'appel au CSA me semble pas tout à fait pertinent. Nous avons dans nos régions pas mal de difficultés pour obtenir aussi du pluralisme en ce qui concerne la répartition et l'acquisition du réseau hertzien.
Et en Normandie notamment, on commence à constater beaucoup de concentration. Donc moi, je pense que cet argent sera bien placé et que M. Assouline a parfaitement raison, même s'il bavarde pendant que je défends son amendement, de déposer cet amendement que je soutiens. Madame Goulet, Monsieur Assouline. Monsieur Assouline, vous avez demandé pour explication de vote. Bien, j'ai écouté, je ne considère pas pour l'instant que votre intervention représentait le groupe UMP, parce que je sais très bien, pour en avoir discuté et dans ma commission avec ceux qui représentent l'UMP et plus largement, je regarde le vote de l'année dernière, et ce type d'argument n'a jamais été employé. Je vais même vous dire, on m'a reproché l'inverse, notamment au CSA, leur réflexion, ils sentent tellement que l'esprit de la TNT et de leur délibération pour attribuer des fréquences est en danger avec le fait qu'on puisse spéculer sur ce qu'ils ont donné gratuitement, que eux cherchaient des dispositifs d'interdiction. Et moi qui suis, disons, plus modéré, je pense qu'il faut des dispositifs qui dissuadent, et qui, en tous les cas, quand ils n'ont pas réussi à dissuader, ont la vertu de faire que l'État s'y retrouve un peu, et ce n'est pas grand-chose, 5%, puisque certains disaient « mais c'est rien », etc. Je disais « bon, commençons par là ». Donc, franchement, il y a quelque chose de très important. Nous avons affaire, et c'est vrai, à un paysage audiovisuel qui, pour résister dans une concurrence internationale, dit il faut qu'on se concentre, qu'on soit des gros groupes de plus en plus, et donc souvent des antennes qui se ressemblent mais qui offrent 10 titres pour dire la même chose ou pour projeter la même chose. La TNT, c'était l'inverse, c'était dire il y a des nouveaux, ils peuvent être petits mais il n'y a plus si gros, il y en a 20 en plus. Aujourd'hui, on vient d'attribuer encore 6 chaînes et on voit que c'est des gros derrière. Je comprends cette nécessité d'avoir des groupes forts. Et en même temps, on doit tenir au maximum et jamais inciter à cela, plutôt tirer dans le sens initial voulu par le législateur et par ceux qui ont fait la TNT. Voilà, ça nous est demandé par tous les professionnels. Et ce n'est pas une affaire de droite ou de gauche. Alors, cette taxe, et elle va rapporter de l'argent tout de suite à l'État, et c'est bien pour nous tous, et c'est bien pour la nation, et elle va donner un signe pour des pratiques plus vertueuses dans ces milieux. Et moi aussi, je ne désigne personne à la vindicte à travers cet amendement. C'est un amendement de portée générale et j'espère qu'il sera voté dans le plus grand consensus de notre Assemblée. Merci, Monsieur Assouline. Monsieur Delattre. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je voterai cet amendement de Monsieur Assouline. Et très volontiers. Parce que non seulement je pense que ces plus-values en 3-4 ans sont absolument anormales à partir d'une autorisation administrative, mais qui plus est, je pense, Monsieur le rapporteur général, qu'il y a sûrement un peu d'évasion fiscale, puisque la plus-value s'est transformée, reste à voir, c'est le droit des affaires, certes, mais s'est transformée en le fait que M. Bolloré est devenu actionnaire de référence de Vivendi. Alors, il y a un vrai problème de pluralisme. Et nous, mes chers collègues de l'UMP, qui avons vécu ce manque de pluralisme dans toutes les campagnes électorales dernières, toute mesure et tout amendement qui ferait que nous puissions infléchir le sens des choses seraient les bienvenus. Et c'est vrai ce qu'a rappelé notre collègue, excusez-moi, Assouline, de dire que la TNT devait être un instrument de pluralisme. Et c'est complètement anormal aujourd'hui que non seulement le CSA dit je ne suis pas d'accord avec cette acrobatie financière et que je n'ai pas les moyens. Mais là, ça sera au législateur de lui donner les moyens, M. Assouline. Et j'ai vu, vous avez fait des propositions de loi, d'ailleurs, il y a 2 ans. Je me suis même inspiré d'une pour vous en proposer une en septembre prochain avec le groupe UMP, pour faire en sorte qu'on puisse avoir à la fois des groupes, mais aussi du pluralisme. Parce qu'il ne nous a quand même pas échappé que derrière les journalistes qu'on accuse assez volontairement
de prendre parti souvent contre nous. Il y a quand même des groupes industriels, il y a quand même des groupes économiques qui sont derrière. Et que cette concentration, arrivée à la veille d'échéances aussi importantes, où on a vu, et ça a profité à Nicolas Sarkozy en 2007, il faut être objectif, ça vous a profité, c'est le syndrome du favori. Dès lors que les sondages ont annoncé 6-7 mois avant qu'il y avait un favori, tous les grands médias qui ont besoin de la commande publique, on les connaît tous, d'un seul coup, ils se sont dit « n'insultons pas l'avenir ». Et on a eu des choses aussi extraordinaires que M. Pinault, magnifique, le seul hebdomadaire qui semblait être du centre-droit devenir complètement plus que centre-gauche. Et nous avons connu un vrai problème, le pluralisme. Et je vais vous choquer totalement en vous disant que si nous avions eu une campagne les 7-8 derniers mois plus équilibrée, je ne suis pas sûr que le résultat eût été le même. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Arthuis. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voterai cet amendement. Plus précisément, je revoterai ce dispositif. Je pense qu'il est fondé, qu'il est juste, et tout gouvernement doit être attentif aux conditions dans lesquelles sont délivrées ces autorisations de licence. Lorsqu'elles sont payantes, je pense aux fréquences de téléphone mobile, c'est formidable de concéder une 4e licence. Mais quand on voit l'impact sur les sociétés et les opérateurs, et lorsque l'État ou la Caisse des dépôts et consignations sont actionnaires de ces opérateurs, on peut dire que les moins-values constatées vont bien au-delà de ce que l'État a pu percevoir. Donc, qu'il y soit mis bon ordre et qu'on régule un peu ces transactions me paraît relever d'une bonne administration publique. C'est la raison pour laquelle je voterai cet amendement. Merci, Président Arthuis. La parole est à Monsieur Zocchetto. Merci, Monsieur le Président. En complément des différentes interventions qui ont précédé, je voudrais donner la position de notre groupe, qui est très claire sur ce sujet, dans la mesure où il s'agit d'une disposition qui a déjà été votée. Et nous l'avons votée, et je voudrais qu'ici chacun soit convaincu de la nécessité de légiférer en la matière. Nous devons éviter 2 choses. Premièrement, la spéculation. Dans ce domaine comme dans d'autres, tout ce qui peut éviter l'incitation à la spéculation doit être encouragé. Et il y a une nécessité, malheureusement, de taxer ici pour éviter la spéculation. Et la deuxième chose, c'est que nous devons éviter aussi la concentration. Si les fréquences se trouvent reprises par des groupes qui ont les moyens de racheter, eh bien, nous obtiendrons un résultat absolument inverse de celui qui est poursuivi en attribuant ces fréquences. Je voudrais quand même poser quelques questions à l'auteur de l'amendement ou au rapporteur ou voire au ministre. Concernant la coexistence d'une éventuelle imposition sur les plus-values avec cette taxe. Cette taxe portera bien sur la valeur de revente ou d'apport des titres. Dois-je comprendre que cette valeur, le plus souvent, sera égale au montant de la plus-value réalisée, dans la mesure où les fréquences sont attribuées gratuitement? Si oui, je trouve que le taux de 5% pratiqué est plutôt faible, puisqu'il est nettement plus bas que le taux d'imposition des plus-values. La deuxième chose, c'est que l'abattement de 1 million d'euros paraît plutôt favorable à ceux qui opèrent ce type de revente. Et je me demande si on ne devrait pas l'abaisser. Enfin, quant au délai qui est prévu pour payer la taxe, on prévoit de reporter au 1er mai de l'année suivant l'opération. Je me demande s'il est judicieux d'attendre un tel délai, alors que l'imposition de la plus-value sur titre, selon les règles générales du Code général des impôts, se fera dans un délai plus rapproché. Merci. Bien sûr, le groupe votera cet amendement. Merci, mon cher collègue. Je n'ai plus de demande d'intervention. Donc, je vous rappelle l'avis favorable de la Commission et sagesse pour le gouvernement. Alors, sur cet amendement 207 rectifié quater, qui est pour? Qui est contre? Qui
Qui s'abstient? Il est adopté. Mes chers collègues, j'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au harcèlement sexuel est parvenue à l'adoption d'un texte commun. Après l'article 8, nous sommes saisis d'un amendement 122 qui est présenté par M. Dantec ou M. Labbé. 122. Monsieur Dantec. Oui, donc l'amendement 122 consiste à remettre en cause l'avantage qui est donné aux véhicules diesel dans les flottes des parcs d'entreprise du fait de la TVA. Je crois que cet amendement s'inscrit totalement dans les déclarations d'Arnaud Montebourg autour du développement de la voiture propre, le plan qu'il a présenté hier. Et je crois que là, on a une aberration, puisque finalement, nous avons un avantage fiscal vis-à-vis de la voiture diesel par rapport aux autres véhicules et aux véhicules propres. Donc je crois qu'il s'agit aujourd'hui de remettre en cause cet avantage un peu incohérent avec la stratégie industrielle que nous cherchons aujourd'hui à mettre en place. Cela représenterait pour l'État une économie de 350 millions d'euros. Ça n'est pas rien. Je crois qu'il faut surtout insister sur le fait que les flottes de véhicules d'entreprise se renouvellent plutôt plus rapidement que les flottes de particuliers, que donc là nous aurions une incitation au fait de passer là aussi à la voiture propre plus rapidement pour ces flottes d'entreprise. Et donc ça viendrait évidemment en soutien des autres décisions prises par le gouvernement en incitation, notamment dans le cadre du bonus-malus. Je crois que c'est l'occasion aussi de redire ici à quel point il faut, pour l'avenir de l'industrie automobile française, sortir le plus rapidement possible des filières diesel. Ce sont des filières dangereuses pour la santé humaine. Nous avons aujourd'hui l'OMS et de nombreux rapports qui le disent. Nous avons là une impasse industrielle. Il faut en sortir. Je crois que c'était le sens des déclarations d'Arnaud Montebourg. Donc je vous propose cet amendement pour qu'on soit en cohérence avec la stratégie industrielle du gouvernement en s'appuyant sur le renouvellement des flottes d'entreprises. Merci, Monsieur Dantec. Pour la Commission, l'avis, Monsieur le rapporteur général. Oui, Monsieur le Président, cet amendement, il est simple dans son principe. Il propose de supprimer l'avantage fiscal qui est accordé aux véhicules diesel. Et bien sûr, la Commission des finances n'est pas insensible à la philosophie qui guide cette démarche et ce qui est un sujet aussi récurrent dans nos débats fiscaux depuis plusieurs années. Alors, d'autant plus que plusieurs rapports récents, notamment celui piloté par Guillaume Sainteny du Centre d'analyse stratégique, ont fait état de la nocivité de certaines aides publiques pour l'environnement et la santé. Donc il y a lieu de réfléchir à l'ensemble de ces incidences et de cette nocivité. Et je crois que le gouvernement est bien conscient de cette préoccupation sociétale qu'il y a aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle une conférence environnementale a été envisagée pour le mois de septembre. Monsieur le ministre, vous allez nous le confirmer. Et il nous semble donc que pour que cette mesure puisse s'inscrire dans un plan global qui prenne en compte toutes considérations liées aux carburants, aux énergies et au transport, on puisse avoir peut-être cette mesure intégrée dans cette problématique d'ensemble à la lumière de cette conférence environnementale du mois de septembre. Donc notre souhait, c'est de vous proposer le retrait pour l'instant, dans l'attente donc de l'automne où cette démarche globale va pouvoir être engagée. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Oui, cette question sera, comme vient de l'indiquer votre rapporteur général, évidemment traitée lors de la conférence environnementale, laquelle aura à se pencher sur un problème de droit qui ne me paraît pas simple à traiter, et en tout cas certainement pas à régler dans le cadre de la séance qui nous rassemble cet après-midi. En effet, vous n'ignorez pas l'existence d'une directive communautaire prise en 2006 et qui rend juridiquement impossible la non-déductibilité de biens intermédiaires, en l'espèce le gazoil, que vous proposez pourtant de ne pas rendre déductible comme il l'est aujourd'hui. En effet, si l'essence, elle, ne l'est pas,
C'est parce qu'au moment où la directive a été prise, cette situation prévalait déjà et qu'il est constant lorsqu'une directive est prise, en tout cas proposée puis adoptée, qu'il est constant que le droit préalable demeure si le droit à venir est conditionné précisément par cette directive. J'ajoute que si le Parlement adoptait cet amendement, cela non seulement ne serait pas en droit très pérenne, car naturellement nous serions condamnés, mais de surcroît cela fragiliserait la situation de la France aujourd'hui, qui, contrairement à d'autres pays, n'autorise pas la non-déductibilité de l'essence, puisque je vous l'ai indiqué, c'était la situation qui prévalait avant l'adoption de la directive. Donc je crois qu'il serait prudent, comme les députés du groupe écologiste l'ont fait à l'Assemblée nationale, que vous retiriez cet amendement sous le bénéfice des explications que je me suis permis de vous donner, renvoyant à la conférence environnementale le soin de définir les voies et moyens qui permettraient d'aboutir à une situation dont je ne doute pas qu'elle serait certainement préférable à celle qui existe aujourd'hui, situation que, par voie d'amendement, je ne crois pas, pour des raisons juridiques européennes, possible de corriger. Donc, si vous ne retiriez pas cet amendement, je serais obligé de donner un avis défavorable à son adoption. Monsieur Dantec. Oui, j'ai bien entendu l'ouverture du rapporteur et je crois qu'y compris dans la position du ministre, on voit bien l'incohérence aujourd'hui du système puisque finalement sur l'essence, nous n'avons pas le même système au niveau de la TVA. Donc je le retire au vu de la difficulté technique, mais je crois qu'aujourd'hui, du coup, c'est une question qui est sur la table, sur laquelle, évidemment, on ne pourra pas garder cette incohérence de traitement entre le diesel d'un côté et l'essence de l'autre. Monsieur le Président de la Commission Finances. Question au gouvernement, Monsieur le Ministre du Budget, portant sur un sujet connexe. Chacun a pu prendre connaissance du plan de soutien à l'automobile et des moyens supplémentaires qu'il fait figurer en faveur du système bonus-malus. J'ai cru comprendre que dans ce plan de soutien, il y avait des financements d'ordre très divers, si j'ai bien compris, et pardonnez-moi, je parle de mémoire, des sommes issues du grand emprunt, des sommes susceptibles d'être allouées par OSEO et donc qui doivent être affectées, mais dont le financement existe déjà. Et enfin, et c'est là ma question, Monsieur le Ministre, des éléments d'ordre budgétaire, sans doute nouveaux, que de mémoire je situe à quelque chose compris entre 150 et 200 millions d'euros. Peut-être nous direz-vous quel est le bon ordre de grandeur et plus exactement, plus précisément, puisque nous débattons d'un projet de loi de finances rectificative, ces financements que l'on présente comme étant une décision, est-ce que, pour leur partie budgétaire, est-ce que ces financements ont déjà une existence dans les lois de finances déjà votées ou dans le texte que nous examinons aujourd'hui? Ou en d'autres termes, n'annonce-t-on pas des sommes qui n'existent pas encore ou qui ne pourraient être financées que par de nouvelles augmentations de prélèvements ou par des réductions d'autres dépenses publiques? Donc, Monsieur le Ministre, puisque l'amendement du groupe écologiste que j'ai repris quelques instants de raison parlait des aspects environnementaux liés à la consommation de carburant, pardonnez-moi d'y avoir lié les aspects environnementaux liés aux différentes formes de motorisation, d'où ma question sur le plan de soutien du secteur automobile. Merci, Monsieur Marini. Y a-t-il des explications de vote? Non, je le retire. Vous le retirez? Donc le 122 est retiré. Après l'article 8, je suis saisi. Une seule fois, Monsieur le Président Arthuis.
Je suis saisi, après l'article 8, d'un amendement numéro 123 qui est présenté par Monsieur Labbé. Monsieur Labbé. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur. Chers collègues, cet amendement que j'ai déposé vise à supprimer l'avantage fiscal accordé aux agrocarburants. Elle représente sur l'année 2012 une perte de 196 millions d'euros pour le budget de l'État. Selon le rapport de la Cour des comptes publié en janvier 2012, sur la période allant de 2005 à 2010, la filière agricole productrice d'agrocarburants a profité de 2,6 milliards de dépenses fiscales cumulées pour 1,5 milliard d'euros d'investissement. Du point de vue strictement économique, le maintien de cette niche fiscale n'est pas justifié puisque les investissements ont été faits et sont déjà largement rentabilisés. Il s'agit là tout d'abord d'une question de justice fiscale, d'autant plus que pour nous, écologistes, les efforts au regard de la dette n'auront de sens que s'ils s'inscrivent dans une stratégie générale de transition écologique et énergétique. Transition visant à effacer l'autre dette immense que nous avons à l'égard des générations futures, la dette environnementale. Les mesures de l'État devront maintenant intégrer la notion de sobriété au lieu de poursuivre la fuite en avant dans le domaine des transports et des placements comme dans les autres. Dans ce même rapport, on apprend l'avis de la Direction générale du Trésor et je cite « Les producteurs de biocarburants, compte tenu de l'importance de la pénalité représentée par la TGAP et de la possibilité de la répercuter sur le consommateur, ce qu'ils ne manquent pas de faire, bénéficient d'une rente assimilable à une subvention. Par ailleurs, je cite toujours le rapport, faire du soutien aux biocarburants paraît peu approprié dans la mesure où les exploitations concernées sont déjà les plus riches et bénéficiaires d'un soutien public plus important que la moyenne dans le cadre de la PAC. Justice. L'État subventionne une industrie bénéficiaire, mais en plus de cela, le développement des arguments se fait au détriment du pouvoir d'achat des consommateurs. En effet, ceux-ci paient les agrocarburants intégrés à l'essence ou au gazole, mais les performances énergétiques sont moindres. De plus, du point de vue écologique, rien ne justifie cette niche fiscale que le Centre d'analyse stratégique juge dommageable à la biodiversité. Ce qui est également conforté par l'ADEME, et je parle là des biocarburants évidemment de première génération, ceux qui sont des agrocarburants, parce que ce sont des agrocarburants. Soutenir les agrocarburants, c'est aussi, comme l'a rappelé la FAO, soutenir une politique qui a pour un effet indéniable la hausse des prix des denrées alimentaires au niveau mondial, au risque de nouvelles émeutes de la faim. Et puis, dans les pays du Sud, les cultures d'agrocarburants participent à cette scandaleuse pratique de l'accaparement des terres, 128 millions d'hectares ces 10 dernières années, et la part des agrocarburants représente à elle seule 2 fois la surface agricole de la France. Donc autant de points qui font que cette exonération maintenant n'a plus lieu d'être, et donc je demande avec force de voter cette suppression qui représente, je le rappelle, une perte de 196 millions d'euros pour l'État. Merci. Merci, Monsieur Labbé. Monsieur le rapporteur général, pour l'avis de la Commission. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, le point de vue sera exactement le même que précédemment, puisque là aussi, on fait diligence pour valider une option qui est évidemment tout à fait intéressante et utile. Mais comme là aussi la conférence environnementale a vocation à se saisir de ce dossier, et ceci, ce n'est pas dans 6 mois ou dans 1 an, c'est dans quelques semaines, le temps que la chaleur du mois d'août laisse la place à la capacité de réflexion du mois de septembre, et le dossier sera dès lors certainement débattu à cette conférence. Donc je suggère, dans cette attente et dans l'espoir d'un aboutissement fructueux, je suggère le retrait. Merci, Monsieur le rapporteur général. Monsieur le ministre. Je vous ai indiqué, Monsieur le sénateur Labbé, les raisons pour lesquelles tout à l'heure je souhaitais que votre amendement soit retiré. Ces raisons, me semble-t-il, s'imposent à nouveau. Cet amendement est peut-être prématuré. D'abord, dans l'action du gouvernement, je vous ai indiqué ce qu'était ce programme. Il me semble que agir de manière concertée, avec un plan d'ensemble, serait préférable, même si je comprends très bien la liberté qui est la vôtre en amendant un projet de loi. Mais reprenant à mon compte, pardon de me répéter, les explications du rapporteur général, je jugerais préférable que vous le retiriez, d'autant que des agréments sont en cours et qu'adopter cet amendement ici, puis le cas échéant en commission mixte paritaire,
et à l'Assemblée reviendrait à créer un régime d'instabilité juridique dont les actuels bénéficiaires risqueraient de demander, dans une forme ou sous une autre, à l'État de leur rendre compte. Donc je préférerais que vous retiriez cet amendement, je ne vous le cache pas. Il ne s'agit pas d'une défausse. Le gouvernement s'est clairement engagé dans le cadre d'une conférence qui se tiendra, comme l'a indiqué le rapporteur général, une fois que l'appui sera revenu, puisque j'ai cru comprendre que c'était le souhait du président de la Commission des finances. Bref, au cœur de cet été, la chose paraît prématurée, à défaut de rencontrer un désaccord de principe entre vous et le gouvernement. Monsieur le président de la Commission des finances, et avec l'autorisation du sénateur Labbé, je me permets de répondre à la question que vous avez posée en reprenant opportunément l'amendement qui fut retiré. Je vous remercie d'ailleurs de l'occasion que vous avez su saisir pour assurer un certain écho aux propositions du gouvernement, dont j'ai cru comprendre qu'il ne cachait chez vous aucune ironie. Vous sembliez adhérer à cela. Alors il est vrai qu'une partie de ce financement se fait avec un jeu à somme nulle, puisqu'il y aura une incitation sous la forme d'un bonus, vous connaissez le principe, laquelle incitation sera financée par un malus. Le bonus-malus ressortait déjà du Grenelle de l'environnement. Le bonus-malus avait déjà été mis en œuvre d'ailleurs par le gouvernement précédent. Nous allons essayer d'en cerner peut-être davantage l'objet afin que son efficacité soit plus avérée et son coût mieux maîtrisé. Et quant à son coût, et comme vous le savez, dès lors qu'une disposition est adoptée, et même si la chose peut être délicate, par voie de rescrit, il est toujours envisageable d'anticiper sur ces dispositions favorables, étant entendu que les gens de bonne compagnie protestent rarement contre un avantage qui bénéficie à la collectivité, fût-il un avantage dont bénéficieraient celles et ceux qui auraient souhaité en bénéficier avant même que la loi ne fût votée. J'espère que ces explications-là vous auront satisfaites et merci encore d'avoir assuré la publicité requise à ce plan dont je devine qu'il vous a probablement satisfait. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Labbé. Bien, Monsieur le ministre, le débat va avoir lieu dans le cadre de la conférence environnementale, effectivement, mais qui n'aura pas pour objectif de décider, évidemment, si ce n'est de débattre. Maintenant, cet amendement, pour le moment, parce qu'on attend le débat, ne remet pas en cause les agrocarburants, parce qu'ils peuvent continuer de fonctionner, parce qu'ils bénéficient aussi d'autres avantages TGAP, je l'ai dit tout à l'heure, et puis cet engagement de 10% de l'Europe, où l'État français a anticipé pour aller plus vite encore. Et puis chez nous, il s'agit du biodiesel. Donc mon collègue Ronan Dantec a parlé tout à l'heure de la problématique du diesel, ce qui est une véritable problématique de santé publique. Il faut dire aussi les choses telles qu'elles sont. Il y a une structure qui s'appelle Sophie Protéol, très liée à la FNSEA. Tout le monde le sait, je crois qu'il faut dire les choses. Et qui, celle-là, a une forme de monopole et qui bénéficie, je crois que c'est de l'ordre de 80% de cette aide à elle toute seule. Je crois que là, on parle, parce que le président de la République avait annoncé toutes les mesures que nous prenons pour économiser. Tout le monde les comprendra. Il y a des Français et des Français qui souffrent énormément. Il y a ceux qui ne souffrent pas et qui peuvent être à même de faire des efforts, et des efforts assez contraints, on l'a entendu ce matin, qui peuvent le comprendre dans la mesure où il y a une notion supérieure de justice. Et cet amendement va dans le sens de la justice. C'est pour moi, pour nous, c'est un acte posé que l'on attend. C'est la raison pour laquelle, et je le dis, Monsieur le ministre, sans aucune animosité, parce que nous sommes, et d'une façon très loyale, dans la majorité. Par contre, avec des exigences, et celle-là en est une. Je pourrais comprendre les positionnements au niveau des votes, d'autant plus qu'il y aura le débat. Ce que l'on attend, ce sont des engagements pour le projet de loi de finances 2013. Je maintiens l'amendement, je vous l'ai dit, voilà, que j'ai plaidé sur un fond de justice. Merci. Merci, Monsieur Labbé. Monsieur Savary. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Je crois qu'on ne peut pas rester sans voix par rapport à ce qui a été dit quand on connaît un peu les filières de l'agro-industrie et notamment le thème de la bioraffinerie végétale, dont les agrocarburants ne sont que la partie visible de l'iceberg. De quoi s'agit-il ?
Il s'agit par des voies propres, les voies fermentaires, de transformer la plante en entier. Donc on maintient avec du blé, on fait du blé, bien qu'on puisse faire d'autres débouchés, mais ce qui permet avec la paille de faire des transformations différentes, telles que de la pâte à papier, des pentoses, des lignines, qui sont des produits à valeur ajoutée. Et donc on transforme la plante en entier, non pas avec des sous-produits, mais avec un ensemble de coproduits. Et cela nécessite des recherches indispensables. Les agrocarburants ne sont que la première phase dans ce domaine de la bioraffinerie végétale, c'est-à-dire les biotechnologies blanches, de transformation d'un ensemble de process industriels qui vont créer les emplois de demain par rapport aux emplois d'aujourd'hui. Donc véritablement, s'attaquer à cette filière, c'est une fois de plus s'attaquer à l'emploi et à l'ensemble des entreprises qui tournent autour de cela. C'est donner un mauvais signe à la filière agricole qui s'est particulièrement investie dans le domaine de la recherche et de l'innovation. C'est la raison pour laquelle je serai personnellement, et probablement nous serons nombreux, je l'espère en tout cas, à être opposés à cet amendement qui mettrait en péril dès à présent. Car de quoi s'agit-il quand on parle de recherche autour des agrocarburants? C'est de la recherche sur la transformation en entier de la plante. C'est la raison pour laquelle il y a un certain nombre de crédits qui ont été investis, qui ne sont pas, contrairement à ce qui est dit, rentabilisés pour l'instant. Et ils permettent de nouveaux débouchés. C'est la raison pour laquelle il faut continuer si on veut demain faire, entre autres également, des carburants à base de biomasse, à base de fétu ou à base d'autres plantes. C'est comme ça qu'on pourra y arriver et trouver une certaine dépendance énergétique. Merci. Merci, Monsieur Savary. Monsieur Détraigne. Oui, merci Monsieur le Président de me donner la parole. Notre collègue Savary a bien expliqué l'un des aspects prometteurs des travaux qui sont menés sur la plante entière et je sais que nos collègues qui souhaitent que l'on mette un terme au développement des biocarburants de première génération sont favorables à ce qu'on poursuive les recherches sur les biocarburants de deuxième génération, c'est-à-dire la plante entière et pas seulement le produit qui peut être utilisé effectivement pour la nourriture. Sauf que si on veut arriver à la deuxième génération, il faut déjà aller au bout de la première génération. On ne passe pas à la deuxième génération sans avoir travaillé à fond la première génération. C'est le premier point que je voulais mettre en avant. Le deuxième point, c'est que si on n'aide pas la filière française, qui, contrairement à ce qui est dit, n'a pas encore amorti, loin de là, ses investissements dans les biocarburants de première génération, eh bien, on ne réduira pas la vente de biocarburants en France, sauf que ce seront des biocarburants venus d'Asie, du Brésil ou d'Amérique du Nord qui envahiront la France, biocarburants qui, eux, sont très aidés beaucoup plus que le sont les biocarburants de première génération produits en France. Alors ça, c'est un véritable enjeu. C'est un véritable enjeu en termes également de balance commerciale. Je rappelle, parce que je sais qu'il y a un péché originel pour certains de nos concitoyens sur ces biocarburants, qui est qu'effectivement, ces biocarburants sont produits dans des régions où l'agriculture est productive. Oui, l'agriculture est productive et elle rapporte un excédent à la balance commerciale de notre pays de 10 milliards d'euros par an, l'équivalent de 32 Airbus. Dès qu'on vend 10 Airbus, on en parle. On ne parle pas une seule fois dans l'année des excédents qu'apporte à la balance commerciale de notre pays cette agriculture productive. Et cette agriculture productive, c'est celle qui permet aussi à notre pays d'être exportateur dans ce domaine. Alors évidemment, moi, j'ai rien contre l'agriculture biologique. Je crois qu'il y a de la place pour les deux. Mais si l'agriculture biologique, aujourd'hui, disons-le clairement, la production de l'agriculture biologique, c'est 40% de la production, en termes de rendement à l'hectare, de la production de l'agriculture conventionnelle que nous connaissons et grâce à laquelle l'Europe est indépendante dans ce domaine et grâce à laquelle nous sommes exportateurs de produits alimentaires et de produits agricoles transformés. Donc je crois qu'il faut faire très attention à ça. Certes, les biocarburants de première génération ne sont pas une fin en soi. Certes, ils ne sont pas parfaits, mais ils sont le point de passage obligé pour arriver effectivement à ces biocarburants de deuxième génération
qui, eux, utiliseront la plante entière et transformeront aussi des produits autres que des produits alimentaires. C'est cela vers lequel nous sommes tous d'accord pour aller, mais ne coupons pas les jambes aux entreprises qui sont justement sur le chemin de cette réussite. Merci, Monsieur Détraigne. Monsieur le Président Arthuis. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais mettre à profit cette discussion d'amendements pour interroger à mon tour le ministre la concomitance entre la présentation, l'adoption par le Conseil des ministres d'un plan en faveur de la filière automobile et notre discussion budgétaire n'aurait-elle pas justifié que nous puissions avoir connaissance de l'impact budgétaire de ce plan, car il n'est pas douteux qu'il affectera les finances publiques au titre de l'année 2012. Et de ce point de vue, Monsieur le ministre, y a-t-il une affectation du grand emprunt dans le financement de tout ou partie de ces opérations? Et si tel est le cas, il faudra reconnaître que c'est le budget 2010 qui finalement aura financé une partie de votre plan de la filière automobile, car cette opération de grand emprunt, vous en conviendrez, était une grande habileté de présentation budgétaire, puisque les 35 milliards ont été pris en charge par le budget 2010, alors même que les dépenses n'interviendront que sur une période de 5 à 10 ans suivant l'année 2010. De cela, vous saurez gré sans doute au gouvernement précédent. Merci. Madame Beaufils. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Je crois que notre collègue, Monsieur Labbé, a posé de vraies questions par rapport à ce problème posé par les biocarburants. Moi, je suis interrogative quand je vois la façon dont on a développé cette pratique dans nos secteurs agricoles, sans véritable réflexion de fond sur ce qu'était la capacité des terres agricoles qu'on a utilisées pour ces biocarburants par rapport aux capacités que ces terres pouvaient nous apporter pour répondre aux besoins nutritifs de notre pays et faire qu'on soit beaucoup plus efficace. Quand je dis besoin nutritif, ce n'est pas besoin alimentaire immédiat pour les habitants, c'est aussi le besoin en production nécessaire pour alimenter le bétail. C'est aussi cette partie-là. Donc je pense qu'on a un vrai problème de travail de fond sur ces sujets. Et j'ai bien entendu ce que viennent de dire certains de nos collègues, ou sur la recherche de la deuxième génération, ou sur les biocarburants venant de l'étranger, mais ce n'est pas parce que des biocarburants viennent chez nous, fabriqués à l'étranger avec des aides importantes, mais qui sont aussi des aides qui sont apportées sur des secteurs qui sont destructeurs pour les pays où ils sont produits, que nous devons rentrer dans cette démarche. Donc je crois qu'il faut un véritable problème. Alors est-ce qu'il faut voter immédiatement ou est-ce qu'il faut se donner peut-être 2 mois? Je ne sais pas si Monsieur le ministre peut nous dire dans combien de temps se fera la conférence sur ce sujet, mais peut-être faut-il se donner le petit temps là de travail de fond qui permettrait à la fois de mettre au point ces questions sur le domaine agricole et sur le domaine des biocarburants pour être le plus efficace possible sur ce sujet. Nous nous abstiendrons, mais c'est une abstention positive. Merci, Madame Beaufils. Monsieur Mézard. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Nous, en ce qui nous concerne, nous ne voterons pas cet amendement, car nous considérons qu'il n'est pas raisonnable systématiquement à la fois de faire le procès de l'utilisation du diesel, des agrocarburants, du kérosène. Nous sommes à une période où notre filière automobile connaît les difficultés que l'on connaît, où il est nécessaire d'avoir une approche, et c'est le laïc qui parle, non pas religieuse de ces problèmes, mais à la fois sociétale, économique, et qu'on ne peut pas traiter ces problèmes de fond qui intègrent aussi, et notre collègue Labbé a raison, des questions de santé qu'il ne faut pas sous-estimer, mais pas de cette manière-là, parce que ça c'est vraiment de l'affichage
mais ça ne résout aucunement les problèmes, ça ne peut que les compliquer. Aussi, nous ne pouvons pas voter ces amendements. Merci, Monsieur Mézard. Madame la présidente Blandin. Rapidement, Monsieur le Président, j'entends bien qu'il y a deux raisons de ne pas voter l'amendement. D'abord parce qu'on n'est pas d'accord sur le fond et qu'on soutient les agrocarburants, ce qui n'est pas notre cas. Pour des soucis de stratégie industrielle concertée, alors là je réponds à l'orateur précédent que dès que la France se met à arrêter de faire des hybrides adossés au diesel, on aura peut-être des chances d'en vendre dans d'autres pays que le nôtre et ça sera très bon pour la balance commerciale. Et enfin, l'autre raison que nous a suggéré le ministre, c'est d'attendre la conférence environnementale. Nous pourrions l'entendre, sauf que cette conférence environnementale va durer moins de 48 heures et se dérouler à la mi-septembre. Nous n'en saurons donc pas plus. Considérez donc le vote au moins de nos collègues comme autant de petites fiches de rappel pour la ministre qui va organiser cette conférence afin qu'elle n'oublie pas notre volonté de dialogue sur ce sujet. Merci, Madame Blandin. Monsieur le Président Guillaume. Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je crois que ce sujet, le ministre l'a très bien dit, est un sujet de société fondamental. Mais pourquoi nous ne pouvons pas être favorables à cet amendement ici? Parce que nous sommes en projet de loi rectificatif budgétaire et que nous avons besoin que ce débat soit mené au plus profond de la société, avec les associations, évidemment avec les partis politiques. Et dans ce cadre-là, la conférence environnementale est bien celle-là. Moi, je ne crois pas qu'ici, il faille se diviser, s'opposer sur ce genre de sujet. Il y a ceux qui défendent plus le bio, ceux qui défendent plus le conventionnel. La France a besoin des deux. Si on oppose le bio et le conventionnel, on ne s'en sortira pas. Le conventionnel est indispensable pour la balance de notre commerce extérieur et bravo à toutes ces industries agroalimentaires, bravo aux semenciers, bravo à ceux qui exportent et qui font rentrer de la richesse dans notre pays. Et en même temps, dans beaucoup de territoires français, l'agriculture biologique est la seule qui peut permettre aux agriculteurs de s'en sortir avec des petits rendements, mais qui leur procure des revenus supérieurs à ce qui fait du conventionnel. Ça, ce n'est pas du positionnement politicien, c'est une réalité. Donc nous aurons besoin à la fois d'avoir une vraie discussion stratégique sur quelle agriculture voulons-nous dans notre pays pour les années qui viennent, parce que le débat sur les biocarburants, sur les agrocarburants, dans 10 ans, si on continue comme ça, on ne l'aura plus, parce qu'il n'y aura plus d'agriculteurs dans notre pays. Donc il faudra sauver cette agriculture, la défendre, la promouvoir, et le débat sur la PAC sera indispensable. C'est le premier point stratégique. Le deuxième point stratégique, la conférence environnementale. Nous avons bien vu que le Grenelle de l'environnement, et je dis ça à Madame la Présidente Blandin, avait duré des mois et des mois avec des copiles, avec des associations, et on voit comment on est arrivé au Grenelle 2 qui a fait pchit, et dont aujourd'hui les uns et les autres s'accordent à dire que les résultats ne sont pas à la hauteur de nos espérances. Donc une conférence environnementale montée par le gouvernement, qui durera peut-être 48 heures, mais qui mettra la France en mouvement, qui mettra les associations en mouvement pour arriver à avoir une vraie stratégie, c'est quelque chose d'important. Ce sera la deuxième grande loi sur laquelle nous aurons à travailler. Quant à cette séance d'aujourd'hui, moi je crois vraiment que voter cet amendement, et certains nous pourrions être en accord avec cela, mais oui, mais je vous explique pourquoi. Voter cet amendement aujourd'hui, c'est voir, me semble-t-il, un peu par le petit bout de la lorgnette, dans le cadre de ce projet de loi budgétaire rectificatif. Donc, le ministre a pris des engagements, vous pourriez retirer l'amendement, le débat a eu lieu, vous vous êtes exprimés, on s'est tous exprimés, et puis attendre l'automne pour reposer, et peut-être ensemble d'ailleurs, reposer un texte supplémentaire qui nous permettrait d'aller de l'avant. Mais c'est vrai qu'en l'état des choses, notre groupe ne pourra pas voter votre amendement, d'abord parce que nous suivons la position du gouvernement, mais parce qu'ensuite, nous avons une grande ambition. Et la grande ambition, c'est le grand débat, et c'est le fait de voter des lois d'orientation, des lois cadres, qui nous permettent d'aller plus loin et de donner de la visibilité. Merci. Bien, merci. Non, il y a déjà eu l'explication de vote. Non.
Si vous permettez, Monsieur le Président, tout simplement. Donc, vous aurez compris ce matin que j'apprends encore le métier. Tout à l'heure, j'ai annoncé... Vous avez fait votre explication de vote. J'ai annoncé tout à l'heure que je maintenais l'amendement. Maintenant, il y a eu des échanges. J'ai entendu la position du Parti socialiste. J'ai entendu la volonté forte de mettre les choses à plat. J'ai entendu. Alors, je tiens à dire que pour moi, il ne s'agissait pas de faire le procès de l'agriculture. Le débat, là, pour le moment, n'était pas agricole. Il était énergie, biocarburant. Maintenant, sur le fond, il y aura débat, effectivement aussi, on en a discuté avec le ministre de l'Agriculture, sur le choix agricole pour les années qui viennent. Moi, j'ai entendu des réponses de court terme. On continue à être dans le court terme. Évidemment, il faut continuer de travailler sur les biocarburants de seconde et de troisième génération. Là, il y aura des moyens à mettre parce qu'il y aura besoin de moyens. Maintenant, sur les agrocarburants, la filière marche et la niche fiscale, elle est justement sur la vente, donc elle ne tient pas. Maintenant, je suis à même de retirer l'amendement, si je peux encore le retirer, pour éviter la division, dans l'attente, et une attente, et je vous l'ai dit, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, une attente extrêmement exigeante, autant sur les sujets d'énergie que sur les sujets agricoles. Je vous le rappelle, on se place dans une logique majoritaire pour avancer ensemble. Et je voudrais vous parler d'un dernier mot. On a parlé d'économie, de sociétal. Je voudrais vous parler d'éthique, parce qu'on n'en parle pas d'éthique. Sans l'éthique, sans intégrer l'éthique, notre mode de développement, il continuera d'aller dans le mur. Voilà ce que j'avais à vous dire et je vous en remercie de votre écoute. Bien, merci. Oui, tout à l'heure, c'était le maintien. Madame Keller avait demandé la parole avant le retrait, donc je lui laisse la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Vous avez demandé la parole avant. C'était initialement pour une explication de vote. Alors, chers collègues, avec mes collègues du groupe UMP, on avait presque envie de se retirer, parce qu'il y avait un débat interne à la majorité sénatoriale et présidentielle. Et ce débat sûrement intéressant, on avait le sentiment qu'il aurait pu se prolonger longuement. Or, Monsieur le Ministre, chers collègues, on nous a promis qu'en 48 heures chrono, c'est comme un grand distributeur d'ailleurs, la conférence du 14 et 15 septembre prochain allait résoudre la transition énergétique. Et plus sérieusement, nous sommes nombreux à y être très attachés. Changer de source d'énergie, être plus attentif aux limites des ressources, protéger la biodiversité, protéger le cadre de vie de nos concitoyens, essayer de construire une forme de développement et d'urbanisme plus respectueux des ressources. On est tous d'accord. La question, c'est le chemin pour y arriver. Le Grenelle de l'environnement a posé des jalons très forts. Je forme le vœu que le 14 et 15 septembre prochain, dans un large consensus, on puisse ensemble tous progresser. Et Monsieur le ministre, il fera chaud au mois d'août, mais j'espère que vous travaillerez beaucoup, parce qu'on a besoin, je crois, de beaucoup de concertation et de travail intra-majorité pour arriver à des propositions réalistes, faisables et qui poursuivent au fond de manière constructive ce que le Grenelle a bien amorcé. Je vous remercie. Bien, merci Madame Keller. Donc tous les groupes se sont exprimés. Monsieur Labbé a retiré l'amendement. Je suis saisi après l'article 8 d'un amendement 121 qui est présenté par Monsieur Dantec. Oui, Monsieur le Président, je voudrais rappeler que le but des amendements, quand on parle loi de finances, c'est d'abord d'aider le ministre du Budget à boucler le budget, et puis d'essayer de voir s'il n'y a pas des incohérences dans le système général. Et donc c'est l'esprit de cet amendement, et je ne voudrais pas qu'il soit vu uniquement dans un débat trop général, mais qu'on reste des fois un peu sur la lettre des amendements. Donc ici, il s'agit d'abord d'abonder le budget de la France d'1,3 milliard de plus. Et je pense qu'on n'a pas beaucoup d'amendements à plus d'1 milliard, donc je voudrais qu'on l'analyse dans ce cadre-là. Il s'agit là aussi d'aller contre une aberration
qui est que le kérosène utilisé par les avions est exonéré de la taxe intérieure de consommation, la TICPE. Alors que nous savons que le transport aérien est fortement émetteur de gaz à effet de serre, au moins le double des véhicules individuels. Donc c'est à la fois une aberration écologique, mais aussi une distorsion de concurrence, je voudrais insister là-dessus, qui est favorable au secteur aérien par rapport aux autres possibilités de transport, notamment au détriment du rail, ce qui va à l'encontre des principes qui avaient été vus au moment du Grenelle de l'environnement et de ce qui a été encore dit par le ministre des Transports en audition cette semaine, de la volonté du gouvernement de renforcer la part du rail dans les mobilités en France. J'insiste aussi sur le fait que l'amendement que nous vous proposons s'inscrit dans le respect de la Convention de Chicago, où il est possible de supprimer cette exonération pour les vols domestiques, que cette situation est déjà appliquée aux Pays-Bas et en Norvège. Je voudrais aussi souligner 3 autres points. Tout d'abord, parce qu'évidemment ça pourrait venir dans le débat, par rapport à la fragilité actuelle du transporteur aérien historique en France d'Air France. Je crois que les exonérations dont bénéficie le transport aérien bénéficient d'abord très fortement au low cost, puisque évidemment les coûts qui s'imposent aux uns et aux autres étant réduits, en proportion, évidemment, le low cost peut proposer des tarifs beaucoup plus attractifs que les transporteurs classiques qui, eux, respectent un certain nombre de normes sociales et de qualité de service pour les clients. Donc ça ne va pas du tout dans le sens de la fragilisation des transporteurs aériens historiques. Ensuite, bien sûr, et cette question est venue à l'Assemblée nationale, nous sommes, en tant que groupe écologiste, très sensibles à l'aménagement du territoire et à l'égalité des territoires. Et bien évidemment, nous pensons aux territoires, notamment les territoires insulaires, qui ont besoin du transport aérien. Mais ce n'est pas en rendant le transport aérien moins cher partout qu'on aide ces territoires insulaires. Il s'agit de trouver d'autres mécanismes et le fait d'avoir une nouvelle ressource pour l'État peut être d'ailleurs l'occasion de mécanismes de soutien aux territoires qui sont les plus excentrés et qui ont à ce niveau-là des difficultés. Et enfin, je voudrais insister sur un point tout à fait essentiel qui est la question de l'ETS au niveau européen. On ne doit pas confondre la TICPE et la question de l'ETS au niveau européen. Ce n'est pas d'abord les mêmes montants. L'ETS ne permettra jamais de rattraper ce cadeau concurrentiel qui est fait au transport aérien. Et c'est l'occasion pour moi, au nom du groupe écologiste, d'insister sur l'importance absolue que le gouvernement français et l'Europe continuent de défendre l'inscription du transport aérien dans l'ETS au niveau européen. C'est un élément de la crédibilité de l'Europe aujourd'hui dans les négociations internationales. Nous connaissons les pressions contre l'ETS pour le transport aérien en Europe, mais lâcher sur ce point, ça serait décrédibiliser l'Europe dans la négociation internationale sur le climat, qui est un enjeu central. Donc nous vous proposons un amendement qui rapportera 1,3 milliard d'euros au budget de l'État et qui aidera à lutter efficacement contre l'effet de serre. Merci. Et Monsieur Dantec, Monsieur le rapporteur général, pour l'avis de la Commission. Oui, Monsieur le Président, la position est la même pour ce 3e amendement, à savoir toujours ce souhait d'avoir une problématique globale envisagée au-delà de la conférence environnementale. Et quant aux moyens, je ne suis pas sûr que la retraite de Strasbourg proposée par Fabienne Keller soit de nature à faire avancer le sujet, mais bon, pourquoi pas. S'agissant des montants, je crois que l'estimation qui est donnée ne nous paraît pas des plus fiables, puisque le rapport Guillaume parlait de 315 millions et non pas de 1,3 milliard. Donc il faudra peut-être aussi qu'on regarde au niveau étude d'impact et qu'on chiffre, qu'on voit éventuellement combien que ça représente. C'est beaucoup de toute façon, c'est beaucoup, mais on voit bien qu'il y a sans doute lieu d'affiner la réflexion et sans doute de conclure d'ici la présentation du projet de loi de finances pour 2013. Je pense qu'on aura avancé un peu après le mois de septembre. Donc je préconise le retrait comme pour les deux. Merci Monsieur le rapporteur général, Monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président. Le gouvernement n'est pas favorable à cet amendement. D'abord pour des questions juridiques. On peut certes gloser sur la prévalence de la Convention de Chicago, qui est un traité, prévalence donc de ce traité sur notre droit interne. Certains avis juridiques mettent en cause cette prévalence, mais les mêmes ne mettent pas en cause la prévalence de la directive prise en 2003, qui compliquerait singulièrement la tâche de notre pays si d'aventure cette disposition adoptée était attaquée. Ensuite, il y a un inconvénient de nature économique. Certes, un pays a déjà fait ça, les Pays-Bas. Ça n'est pas tout à fait
la même superficie, ça n'est pas non plus tout à fait les mêmes niveaux d'infrastructures, je pense en particulier aux infrastructures ferroviaires qui existent aux Pays-Bas, et puis surtout la difficulté que rencontrerait un certain nombre de compagnies opérant sur notre territoire serait de deux ordres. La première, ces compagnies seraient confrontées aux compagnies low cost, vous les avez vous-même citées, qui, elles, organisent l'avitaillement en dehors de nos frontières et bénéficieraient dès lors d'un avantage compétitif supérieur encore à celui dont elles bénéficient. Deuxième inconvénient, un certain nombre de vols commencent à l'intérieur de nos frontières pour se poursuivre à l'extérieur de celles-ci. Comment faire la part des choses dès lors qu'un passager aurait pris un billet pour aller de Toulouse à Paris, puis ensuite de Paris à Francfort, de Paris à Londres, de Paris à New York? Vous voyez qu'il y aurait des récollements à faire et des ajustements, source d'une formidable complexité, évidemment de contentieux, certainement pas d'une satisfaction sur le fond. Pour ces deux raisons-là, Monsieur le sénateur, je vous engage donc à retirer votre amendement, tout en sachant ce que peut être votre agacement. Il m'est arrivé, comme parlementaire de l'opposition, de déposer des amendements comparables, de me faire opposer ces arguments. Il m'est arrivé aussi d'entendre ces arguments comme désagréables aux visées que je pouvais poursuivre, mais ce n'est pas maintenant que nous allons avoir ce fameux débat parfaitement décrit par Weber entre l'éthique de responsabilité et l'éthique de conviction. Je vous suggère de ne pas renoncer à la vôtre et souffrez que je respecte la mienne. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Riquier. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je comprends très bien la philosophie de cet amendement déposé par notre collègue Dantec et par le groupe écologiste. Mais je dois dire qu'il y a loin de la réalité, de la théorie à la réalité. Car en matière de concurrence entre l'avion et le train, puisqu'il s'agit ici de favoriser le train, nous avons deux France ferroviaires. Nous avons la France des TGV, l'accès rapide, régulier, confortable à la capitale. Et il y a l'autre France, c'est celle de l'accès lent, intermittent, chaotique à Paris. Et nous avons besoin donc des lignes aériennes. Je ne parle pas des grandes villes, Toulouse ou Nice, mais je parle des petites capitales régionales. Je parle d'Agen, Monsieur le Ministre, je parle d'Aurillac, Monsieur le Président, de Brive, de Castres, du Puy, de Lannion. Et toutes ces villes sont desservies par des lignes régionales. Ces lignes régionales sont des lignes déficitaires qui sont renflouées par les collectivités locales, les conseils généraux, les communautés d'agglo ou les communes. Donc, si on supprime cet abattement donc, sur la taxe intérieure, sur la TIC, on va encore aggraver les déficits et donc charger encore plus les collectivités. Donc, au groupe RDSE, nous sommes donc contre cet amendement. C'est peut-être du court terme, mais pour nous, pour sortir de nos territoires, le court terme passe par les terrains d'aviation et par l'avion. Donc, nous ne pourrons pas nous associer donc, à cet amendement. Et Monsieur Riquier, Monsieur Savary. Rappelez que dans le transport aérien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, que le prix du carburant devient de plus en plus lourd et ça a été évoqué, c'est quand même un mode de transport tout à fait important qui se démocratise de plus en plus. Plus de 35% maintenant du coût de transport aérien est généré par le prix du carburant alors qu'il était encore à 20-25% il y a très peu de temps. Je pense que nous allons de plus en plus vers des échanges à l'intérieur de notre pays ou à l'extérieur de notre pays qui sont ouverts à davantage de monde et il est important de démocratiser l'ensemble des modes de transport, dont le transport aérien. En tout cas, ce sont ces lignes-là qui font vivre les aéroports régionaux et qui amènent un certain nombre d'attractivités et d'économies supérieures à ce que l'on avait imaginé. Je prendrai juste un exemple. Nous avons un aéroport dans la Marne, l'aéroport de Vatry, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, et nous avons ouvert des lignes intérieures Paris, Vatry et Marseille, et Vatry, Nice, et contrairement à ce que l'on peut croire quand on fait l'analyse des passagers, il y a plus de passagers qui viennent de Nice et Marseille vers la Champagne que de Champenois qui vont vers Nice et Marseille. Comme quoi l'attractivité générée par des échanges à des coûts raisonnables permet de créer
des activités supplémentaires. Donc il est important, là aussi, de ne pas alourdir le coût. C'est la raison pour laquelle je serai personnellement opposé à ce type d'amendement, d'autant plus que, Monsieur le ministre l'a bien dit, l'avitaillement des avions se fait facilement en dehors de nos frontières, à des endroits où le prix du carburant est nettement plus avantageux. Merci. Merci, Monsieur Savary. Monsieur Dassault. Monsieur le Président, chers collègues, permettez-moi de féliciter notre ministre du Budget de la sagesse de sa réalisation et de sa proposition, qui est tout à fait raisonnable. Quand un avion va en dehors de France, il participe un peu au survol de la France, puis après, il va peut-être assez loin jusqu'à Pékin ailleurs. Et donc, c'est inutile d'appliquer cette procédure pour tout le monde. Voilà. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Dassault, Madame Keller. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Je voudrais remercier notre collègue d'avoir, par son amendement, ouvert ce débat important. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, c'est la Convention de Chicago de l'après-guerre qui ne permet pas la fiscalisation du gazole utilisé par les avions, élargissant d'ailleurs, je crois, une réglementation en vigueur depuis le Moyen Âge et qui concerne le transport maritime. C'est d'ailleurs ces deux secteurs-là qu'il s'agirait de traiter au niveau international si nous voulons progresser. Si l'Europe a décidé d'intégrer les transports aériens dans le mécanisme des quotas carbone, ce qui est quand même une bonne nouvelle, et on voit que sa mise en œuvre d'ailleurs rencontre certaines résistances, je ne suis pas sûre, cher François Marc, rapporteur, que ce soit un sujet qui relève des assises de l'environnement. Parce que, à un taux raisonnable, probablement progressif dans le temps, on pourrait certainement recueillir un consensus politique très large sur cette taxe. Mais par contre, la question, c'est le processus de renégociation de cet accord mondial. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous donner des éléments sur ce que le gouvernement entend mettre en œuvre pour transformer en réalité ce qui est une proposition raisonnable, mais de très long terme? Je vous remercie. Merci, Madame Keller. Bien, donc je suis sur le 121. La Commission a demandé le retrait et si j'ai bien compris, le gouvernement a indiqué retrait défavorable. Bien. Alors je vais mettre aux voix. Ah, Monsieur Dantec. Oui, je me félicite qu'un certain nombre de débats aient été ouverts, même si c'est des débats qui dépassent largement l'amendement, et notamment le lien entre la Convention de Chicago et le débat qui est sur effectivement la table des négociations internationales autour de ce qu'on appelle les bunker tax, à la fois pour le transport aérien et pour le transport maritime. Mais nous ne sommes pas ici dans ce cadre-là, puisque nous parlons que des vols intérieurs, n'intégrant pas les vols de Rafale, hein, je le précise quand même. Mais à ce niveau-là, sinon ça augmenterait peut-être effectivement les recettes. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous avons quand même à nous poser la question de savoir si le transport aérien doit bénéficier de fait d'un dumping fiscal, notamment par rapport au transport ferroviaire, qui aura besoin encore plus demain du soutien de l'État pour la modernisation des lignes, et notamment des lignes hors TGV. Donc je crois, puisqu'on a parlé de conviction ici, que ma conviction et la conviction du groupe écologiste, c'est le maintien évidemment de cet amendement. Bien, alors ça ne change rien sur le fond. Avis de retrait de la Commission, avis défavorable du gouvernement. Je mets donc aux voix qui est pour. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien, il n'est pas adopté. À l'article 9, ah pardon, le 120, toujours après l'article 8, un amendement numéro 120 qui est présenté par Monsieur Dantec. Le 120, la présidence lui. On peut le faire passer, hein. Oui.
Sur le 120, je serai plus rapide. Le débat a eu déjà lieu à l'Assemblée nationale. C'est un amendement qui s'inscrivait, je crois, dans la droite ligne du débat de ce matin sur la taxation exceptionnelle des bénéfices des compagnies pétrolières, en insistant sur un point qui est que l'autoconsommation des compagnies n'est pas taxée. Ce qui est quand même un très mauvais signal en termes de process. Et ça rejoint là aussi le débat sur la lutte contre l'effet de serre. Je pense que taxer, comme c'est le cas pour les autres consommations de produits pétroliers, cette autoconsommation des raffineries irait certainement dans le sens de l'amélioration des process et de la lutte contre l'effet de serre. Néanmoins, il est apparu qu'il y avait là probablement une incompatibilité avec le niveau européen, donc je retire l'amendement au nom de cette incompatibilité, même si je pense qu'il était très pédagogique d'insister sur le fait que là, il y a des améliorations de process et des luttes contre l'effet de serre importants dans cette autoconsommation des raffineries. Et donc retiré. À l'article 9, je suis saisi d'une demande de parole de Madame Beaufils pour le groupe CRC. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Cet article est le premier d'une série de plusieurs dispositions portant sur la question de l'impôt sur les sociétés de manière, disons, générale. Nous approuvons la philosophie générale qui anime ces articles tout en exprimant deux réflexions. La première, c'est que nous n'avions pas vu de texte financier comportant un volet aussi important et aussi varié de mesures concernant l'impôt sur les sociétés depuis longtemps. Aussi, il nous semble indispensable que les textes à venir approfondissent singulièrement la question. La seconde réflexion découle de la première. Cette floraison législative, outre qu'elle est bienvenue, montre qu'il y a de quoi faire dans le vaste champ de la fiscalité des entreprises. Les entreprises ont été au centre des politiques du moins-disant fiscal depuis plusieurs décennies. La croyance assez répandue voulait que moins l'on soumettait les circuits productifs à l'imposition, plus les vertus d'une plus grande liberté d'action conduiraient l'économie tout entière sur la voie de la croissance, du progrès, du plein emploi. Le fameux théorème de Schmitt, les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain, s'est largement appliqué en France comme en Europe pour un résultat dont nous connaissons tous la teneur et dont les salariés vivent les conséquences. Pour la France, 5 millions de chômeurs à temps plus ou moins complet, 3 millions de salariés payés au SMIC, un salarié sur 10, 3 millions de salariés précaires, une industrie représentant aujourd'hui péniblement un sixième de notre produit intérieur brut, 70 milliards d'euros de déficit de notre commerce extérieur et une croissance atone, s'interrompant parfois aussi vite qu'elle avait faiblement repris. Pour l'Europe, une concurrence fiscale et sociale exacerbée, des millions de chômeurs avec des taux atteignant 25% de la main-d'œuvre en Espagne, dont 50% chez les jeunes, devenue un véritable gruyère farci d'exemptions et de dérogations les plus diverses, la fiscalité des entreprises doit clairement être revue et corrigée. Selon certains économistes, 178 milliards sont affectés tous les ans à la réduction des impôts et des cotisations sociales prélevées au niveau de la production, donc de l'entreprise. De même, il est évident que l'essentiel de la fraude fiscale, comme l'a montré le travail de la commission d'enquête sur l'évasion fiscale, provient des entreprises et ou leur est destiné. Nous avons là du grain à moudre, des marges importantes de réduction des déficits comme des moyens à mobiliser pour financer les politiques publiques. Percevoir mieux pour dépenser utile, voilà ce qui doit, à notre avis, guider le travail de la nouvelle majorité parlementaire et c'est quelques-unes des propositions que nous formulons par voie d'amendement dans la suite qui va venir. Merci. Merci, Madame Beaufils. Monsieur le Président de la Commission Finances. Je souhaitais dire quelques mots à propos du calendrier de nos délibérations, car je me livre, pardonnez-moi, c'est S-fonction, au petit calcul classique du braquet, de ce qu'on appelle traditionnellement le braquet.
Ce matin, c'était 8 amendements à l'heure. Cet après-midi, c'est de l'ordre de 2. Et sachant qu'il demeure 140 amendements à examiner, il faut, si je ne me trompe, une vingtaine d'heures de débat. Ce qui signifie que, en fonction de ce que nous allons pouvoir faire cet après-midi, il faudra peut-être solliciter de la conférence des présidents l'ouverture de samedi, car demain, vendredi, ne suffirait pas au rythme actuel. Alors, je me permets simplement de dire cela pour l'information de tous. Ce n'est pas autre chose que la pendule qui vous parle. Bien. Merci, Monsieur le Président. Donc, je suis saisi d'un amendement numéro 112 à l'article 9 qui est présenté par Monsieur Dominati. Oui, Monsieur le Président, et au nom du groupe UMP, je rejoins un peu Madame Keller pour dire au Président de la Commission des Finances que c'est surtout les débats à l'intérieur de la majorité présidentielle et dans l'absence un peu de préparation, je dirais, de cette loi rectificative, que l'opposition observe ce débat dans la majorité plurielle. Alors, en ce qui nous concerne, cet amendement est destiné à supprimer l'article 9, Monsieur le Ministre, parce que, d'une part, nous constatons qu'il s'agit d'une contribution exceptionnelle, un avancement de trésorerie des sociétés, et que cela altérera le budget de 2013 au profit du budget de 2012. Et à partir du moment où nous voudrions un rétablissement et une lecture juste, comme vous le dites, des comptes, c'était quand même l'occasion de rétablir un mécanisme qui, il est vrai, a eu lieu dans le passé, mais qui a tendance à s'amplifier. Mais surtout, c'est aussi une question de principe. Et prendre la trésorerie des entreprises pour en faire bénéficier la trésorerie de l'État, comme c'est marqué dans le rapport, c'est quand même faire preuve d'un grand cynisme dans la conjoncture économique présente, notamment vis-à-vis du monde de l'entreprise. Alors nous avons dénoncé qu'effectivement c'était essentiellement votre cible dans ce budget rectificatif, toutes les prestations prises pour gréver, je dirais, l'efficacité des entreprises. Et le rapporteur nous avait dit en commission que c'était 42% de l'effort fiscal qui atteindrait les entreprises, mais là, aller à un cynisme aussi loin en disant nous avons un besoin de trésorerie pour l'État et nous allons le prendre dans les grandes entreprises parce que ça s'est fait occasionnellement, vous êtes en train de l'institutionnaliser. C'est pour cela que le groupe UMP a déposé cet amendement pour supprimer l'article 9. Merci, mon cher collègue. Monsieur le rapporteur général, pour l'avis de la Commission. Oui, défavorable, bien sûr. Je crois que je ne vais pas être plus long. C'est une perte de recettes pour 2013, certes, mais il ne s'agit pas de prendre, comme vient de dire nos collègues, l'argent dans les entreprises. Il s'agit d'une fiscalité qui existe, et il s'agit donc d'anticiper une recette selon des modalités qui sont clairement définies. On ne prend pas de l'argent avec je ne sais quel outil nouveau. Il s'agit bien des outils existants avec une anticipation de recettes. C'est une mesure de trésorerie. Et pour 2013, il y a une réforme de la fiscalité sur le patrimoine, sur l'impôt société et sur les revenus qui est envisagée. Et je pense qu'on trouvera les dispositions nécessaires pour apporter la recette dont on aura besoin à ce moment-là. Donc je suis défavorable à cet amendement. Merci, monsieur le rapporteur général. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement est défavorable à votre amendement, Monsieur le sénateur Dominati. Deux remarques, si vous me le permettez. D'abord, il ne s'agit pas de la création d'une recette. Celle-ci était déjà prévue par la majorité précédente, votée par celle-ci. Et il s'agissait à l'époque et pour l'État de reprendre une avance de trésorerie que précisément cet État consent aux entreprises ou consentait aux entreprises de plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il s'agit en revanche d'une modification du calendrier de perception de cette recette pour des raisons qui n'échappent à personne et que je ne cacherai naturellement en rien, ni à votre sagacité, ni au Sénat. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement émet un avis défavorable. Merci, Monsieur le ministre. Nous quittons l'hémicycle du Sénat. Merci à vous d'avoir suivi cette séance. Nous reviendrons plus largement sur le détail de l'examen de ce collectif budgétaire dans notre édition de 22 h présentée ce soir par Pierre-Henri Gergonne. Très belle journée à tous.